Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Ces mots que nous taisons de A.J. Bruchmitt, lu par Amandine Barbier et Bruno Munda. Avertissement. Ce livre n'a pas pour vocation à établir des diagnostics, même si vos symptômes ressemblent à ceux des personnages fictifs présentés. Prenez toujours en considération l'avis de votre médecin. Par souci de clarté et pour une meilleure compréhension, les techniques chirurgicales décrites ont été simplifiées. Dans ce roman sont traitées des expériences de la vie souvent difficiles. Lisez bien les trigger warnings afin de pouvoir profiter pleinement de votre lecture. Trigger warnings, troubles anxieux liés à la maladie, crise d'angoisse, dépression, deuil, tentative de suicide, abus psychologiques, toxicité familiale. Prenez soin de vous. Note de l'auteur. Cette histoire se déroule en Alaska. Le système d'accès au diplôme de chirurgien est donc différent de ceux des pays francophones. Afin de le clarifier, voici un schéma explicatif du parcours d'un étudiant en médecine aux États-Unis. Obtention d'un bachelor en sciences, durée 3 ou 4 ans. Examen d'entrée, MCAT, école de médecine. Les 2 premières années sont uniquement théoriques, puis les 2 suivantes sont consacrées à la pratique dans différents services pour chercher sa spécialité. Durée 4 ans. Résidence. Après l'obtention du diplôme de médecin, les étudiants intègrent un hôpital afin de se former à la chirurgie, pour ceux qui le souhaitent. C'est ce qu'on appelle l'internat en chirurgie. Durée de 5 à 7 ans. Examen de certification du conseil. Fellowship, facultatif, permet de se spécialiser davantage. Durée de 1 à 2 ans. Licence d'exercice. Dans ce livre, Erin entre en 2e année d'internat en chirurgie, résidence. Soren est en dernière année de fellowship. À ma mère, à ma petite sœur, et à tous ceux qui ont déjà touché le fond un jour. Souvenez-vous que on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Albus Dumbledore. Chapitre 1. Erin. Stressed out. Léon et Scott. 1 an plus tôt. La vie est une belle saloperie. Elle peut nous amener au summum du bonheur, juste assez longtemps pour que nous commencions à goûter à cette euphorie douce et sucrée qu'est la joie pure, avant de tout nous reprendre. La vie est comme ça. Fragile. Imprévisible. Elle ne tient qu'à un fil. Je sens le vent chaud de la nuit sur mon visage. L'alcool enivre mes sens et me procure un sentiment de plénitude. Qu'est-ce qu'on est bien là. Les parfums fruités de l'été dans le Colorado me parviennent quand j'inspire profondément. J'entends mes amis rire à l'avant de la voiture et je m'appuie un peu plus dans le siège. Le paysage défile tandis que notre véhicule s'enfonce dans la nature. Les criquets chantent à notre passage. Une musique douce résonne dans l'habitacle. Un bel été. Le meilleur de ma vie. C'est l'un de ces moments suspendus dans le temps où l'insouciance nous gagne, où les soirées festives s'étirent à l'infini, où l'on se laisse porter, où plus rien n'a d'importance, où seul compte l'instant présent. « T'es sûr de pouvoir conduire, Tyler ?» demande Alice. « Je n'ai bu que 3 bières, ça va. Puis vous êtes tous bourrés. On ne va pas prendre un hôtel alors que notre Airbnb est à peine 2 miles. » Je glouse bêtement. Je ne bois jamais d'habitude. Avec les études de médecine, je dois être en pleine possession de mes moyens en toutes circonstances. Prête. Toutefois, ce voyage était prévu depuis si longtemps. Nous fêtons le départ de Jackson, mon meilleur ami, qui a obtenu le poste qu'il convoitait tant au Canada. Et accessoirement, mon entrée en 2e année à l'hôpital en tant qu'interne en chirurgie. On n'a qu'une vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une seule soirée de lâcher prise? Et puis, je ne suis pas en service. Mes amis sont là pour moi. Notre road trip ne fait que commencer. Notre vie aussi. Enfin. Nous sommes jeunes. Nous sommes invincibles. Et puis, un choc. Ma tête qui ballotte. Je me cogne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon cou craque. J'ai mal. Tout tourne. J'ai envie de vomir. Peut-être que je me suis endormie. Ou pas.
ouvre les yeux. Je me force, je les ouvre. J'ai mal, très mal. Je crois que je détache ma ceinture. En tout cas, je suis debout sur la route, confuse. La tequila court encore dans mes veines et me rappelle mes excès. La voiture est sur le bas-côté, le pare-choc complètement enfoncé par les glissières de sécurité. De la fumée sort du capot et s'élève dans le ciel étoilé. Une odeur de brûlé et de fer remplit l'air, pesant contre ma langue lorsque je le respire. Le pare-brise est éclaté côté passager, maculé d'un liquide rouge qui m'est bien trop familier. J'entends pleurer et crier. « Erin !» Je titube. Je crois que je saigne. Mon corps comprend avant moi le drame terrible qui vient de se produire. Je tremble. Je suis au bord de l'évanouissement, à 2 doigts de vomir. L'alcool me monte à la tête. Je contemple le corps agonisant au sol. Jackson est étendu, les bras tordus, gonflés. Je comprends qu'il vient de passer à travers le pare-brise. Ses jambes tressautent. Il y a du sang. Partout. Beaucoup de sang. Une flaque s'étend sous son corps, telle une mare sombre miroitant les étoiles. Comment peut-on en perdre autant ? Aide-le, Erin ! Oui, l'aider. Je dois l'aider. Je lutte pendant d'interminables secondes avec moi-même. Jackson, je dois l'aider. Le sang continue à couler sur l'asphalte. Je dois réagir. Je suis chirurgienne. J'ai déjà opéré en présence des titulaires, avec une tension très souvent palpable. Je dois le faire. Je dois le faire. Je suis chirurgienne. Mais je n'arrive pas à me rappeler mes cours. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Je ne vois que la flaque grenat qui s'étend. Vide. Je suis vide. Des larmes glissent sur mes joues. Je suis impuissante. Impossible de réfléchir, d'accorder mes pensées. On me secoue, on m'implore, on m'approche de Jackson. Je suis chirurgienne. Je glisse. Le sol est poisseux. Je dois le faire. Mes mains sont rouges et visqueuses. Mon jean aussi. J'ai mal au crâne. Je suis chirurgienne. Ça bourdonne dans mes oreilles. Dois le faire. Je n'arrive plus à rien quand je vois Jackson suffoquer sur l'asphalte. Suis. Le bourdonnement s'amplifie, devient assourdissant. Je dois. Je n'entends plus rien. Je me sens partir, loin. Je me détache de la réalité. Je me lève. Un calme étrange m'envahit et une poigne de glace m'enserre l'estomac. Je me tourne vers la voiture. Je dois m'asseoir. Cette pensée est comme un fil rouge. Elle m'est vitale. Je dois m'asseoir. Je dois retourner dans la voiture. Nous devons partir. Nous devons reprendre la route. Demain, nous nous levons tôt. Il faut partir. J'ouvre la portière de la voiture. Je m'assieds. Le bourdonnement est de plus en plus fort dans mon crâne. Mais je continue à flotter. Je suis là et pas là. Je suis sonnée. J'ai trop bu. Je ne parviens pas à réfléchir. J'attache ma ceinture. Et j'attends. Chapitre 2. Soren. Breath. Fleury. Aujourd'hui. L'odeur d'antiseptique et d'alcool médical me procure toujours autant d'adrénaline. Mes yeux suivent mes gestes avec précision. Le bip des constantes est calme. Tout se passe bien. L'opération n'est pas sans risque. Mais tout se passe bien. Divinement bien. La pose de clampe en aval et en amont est terminée. Je commence l'incision de l'artère carotide. Mon scalpel s'enfonce dans le tissu mou. Je suis léger, aérien. Ce genre de conduit est aussi fragile qu'un papier à cigarette et pourtant assez résistant aux contraintes imposées par le cœur. Le corps humain me surprendra toujours. Un peu de sang s'échappe et recouvre la zone. Aspiration. L'infirmière passe le tube et j'ai enfin un visuel plus net. L'amas de cholestérol est épais, plus épais que je ne le voyais à l'imagerie. Je suspends mon travail. Je suis le meilleur. Je peux le faire.
Je change mes instruments et m'applique à le détacher de la paroi. Je dois être précis. S'il se brise, les risques d'embolie et d'AVC sont élevés. Je dois le retirer entièrement. Début d'extraction de la plaque d'athérome. Ma voix est étouffée par le masque que je porte. Ma pince plonge dans l'artère et s'accroche à la plaque. La deuxième la rejoint à l'autre extrémité. Je tire délicatement. Cette saloperie est bien fixée. Allez, allez. Je marmonne plus pour moi que pour le personnel du bloc. Quand j'opère, je suis dans ma bulle. Je ne parle que parce que le protocole l'exige. Le résidu se retire enfin sous mes manipulations, en un seul morceau. Je jubile. Je le dépose avec mes pinces dans le récipient en inox présenté par l'infirmière. Je cherche tout de même une possible trace de débris. Rien. Tout est parfait. Le plus dur reste à venir. Je vais maintenant suturer la carotide. J'utilise un fil tressé en soie, diamètre 5,0 et une aiguille à pointe ronde. Je saisis le matériel qu'on me tend et me mets au travail. L'aiguille mord le tissu vasculaire et j'applique les premiers points. L'aiguille doit pénétrer l'artère perpendiculairement, de dedans en dehors. L'aiguille est le porte-aiguille à 140 degrés. Mes cours tournent dans ma tête à mesure que j'exécute mécaniquement les gestes que j'ai si longuement appris. La paroi artérielle ne doit pas être pincée ou écrasée par la pince. Constante ? Ma voix s'agace. Je suis sous tension. Saturation à 97, pression artérielle à 120-90, m'annonce l'anesthésiste. J'y suis presque. Je tourne le poignet et passe le fil en dedans afin d'y faire un nœud. Je coupe l'extrémité et observe ma suture d'un œil critique. Je palpe les bords de mon index ganté. Bien. Déclampage, s'il vous plaît. On me retire les clampes et j'attends. Sous mon doigt, le sang pulse contre les parois. Constante ? Saturation à 99, pression artérielle à 125-90. Les fils se tordent sous la pression, mais ils se maintiennent. Je suis le meilleur. Un sourire satisfait orne mes lèvres. Mes yeux doivent me trahir, car je vois le regard irrité de l'infirmière de service. Je m'en moque. Bien, je referme. À cet instant, un point saute. Le bip des constantes s'emballe. Le sang jaillit de la plaie et macule ma surblouse jetable. Mes gants sont tachés, mon masque sent l'acier. Saturation en baisse, tension en chute libre. Sans déconner. Bipez le docteur Moore. Aiguille à pointe ronde et fil doublement serti. Vite ! Hurlai-je. L'infirmière stagiaire prépare le matériel de secours. Le sang continue à couler. Je referme la plaie de mes doigts avec toute la délicatesse possible. Elle s'enfonce, prévient l'anesthésiste. Le monitoring s'affole, mon cœur avec. Je dois refermer. Vite. Alors, ça vient cette aiguille, bordel ! L'étudiante me tend enfin mon matériel et je me mets au travail. Mes doigts tremblent. Je me pose quelques instants pour respirer profondément. Je ne peux pas opérer dans cet état. La machine hurle, la tension augmente dans le bloc, les chiffres chutent. Bon sang, que fait Moore ? Docteur Walter, silence ! Aspiration. Il faut que je me reprenne. Je peux opérer sans lui. J'approche mes doigts de l'artère. L'aiguille doit pénétrer l'artère perpendiculairement, de dedans en dehors. L'aiguille traverse à nouveau la paroi à l'endroit où la suture a sauté. Je fais un rapide point et serre le fil. Je guette ensuite la fuite et le monitoring. De longues secondes passent. Je retiens mon souffle. Le personnel du bloc aussi. Puis enfin, le calme. Si pesant après cet épisode fulgurant et chargé d'adrénaline. Les fils tiennent et avec eux, la vie de ma patiente. J'ai réussi. Je respire enfin. L'anesthésiste m'adresse un sourire sous son masque. Félicitations, Dr. Walter. Je suis le meilleur. L'opération est parfaite. Tout s'est bien passé. Je me réveille brusquement, la sueur imprégnant mes draps et mon front, et le cœur tambourinant dans ma poitrine. Il me faut un moment pour identifier ma chambre. Tout a tellement changé depuis ce jour. J'ai l'impression de m'enfoncer toujours un peu plus dans l'angoisse.
Elle me gagne en traîtresse, inéluctablement, quand je me laisse aller. Il fait sombre, mais je refuse de regarder le réveil. 4 heures du matin, je le sais. Comme toutes les nuits depuis ce jour, l'insomnie succède à mes cauchemars. 8 mois ont passé, mais pour moi, c'est toujours là. Chaque nuit. Chaque putain de nuit. Chapitre 3. Erin. Sequoia. Lovers on the Mountain. Tai Oski. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous allons atterrir à Valdez. La température extérieure est de 30 degrés Fahrenheit. Il est actuellement 4h30 du matin. Veuillez attendre le signal avant de détacher votre ceinture. Lorsque je sors de l'aéroport, ma valise en main, je resserre les pans de mon manteau contre moi. Comment les gens d'ici peuvent vivre dans un froid pareil ? Je voulais du changement, me voilà servi. Je trouve le taxi que j'avais réservé et lui donne l'adresse de mon nouveau logement. Conduisez prudemment, s'il vous plaît. Il me jette un regard agacé, mais je m'en moque. Mieux vaut prévenir que guérir. Tandis que je me réchauffe à l'intérieur de l'habitacle, je sombre doucement dans un sommeil léger. Lorsque je rouvre les yeux, le soleil commence tout juste son ascension. Le paysage que j'observe me coupe le souffle. Ici, les montagnes m'encerclent, hautes, imposantes. Elles s'étendent de chaque côté de la route, leurs sommets blancs enneigés contrastant avec la verdure de leur vallée. Le mois de septembre commence tout juste, pourtant l'hiver s'installe déjà dans cette partie du pays. La forêt est parsemée de sapins et de pins, comme un tapis végétal dense et varié, auréolé de brume. Leurs branches oscillent doucement au gré de la brise fraîche. J'imagine les ruisseaux, abondants et cristallins, qui serpentent à travers les bois, leurs doux murmures créant une symphonie apaisante. L'eau pure, qui reflète le ciel rose de l'Alaska, formant des miroirs liquides qui captent la majesté des pics environnants. Un spectacle naturel inoubliable. Une peinture vivante de la puissance et de la délicatesse de la nature à l'état brut. Loin du désert du Texas. Loin de l'agitation d'Austin. Pile ce dont j'ai besoin dans ma vie. Les rares voitures qui s'aventurent sur la route à nos côtés accentuent cette sensation d'être seul au monde, isolé, insignifiant face à la grandeur du paysage. En repensant à mes anciens collègues d'Austin, je me dis que certains chirurgiens devraient faire un stage en Alaska. Simple conseil. Après 2h30 de route, le taxi me dépose devant un immeuble à la devanture boisée. Pas un nuage aujourd'hui. Cette journée promet d'être magnifique. Si seulement mon cœur pouvait à nouveau s'en extasier. Je paye le chauffeur et saisis ma valise avant de monter les marches du perron. Je m'arrête devant le digicode de l'entrée de la résidence. Quel est le code déjà ? Je sors mon portable et consulte mes mails afin d'entrer la combinaison. La porte se déverrouille et la chaleur de l'immeuble me ravit. Note à moi-même, prévoir des vêtements plus appropriés. J'observe la petite ville derrière mon épaule. Ici, les demeures modestes sont très espacées les unes des autres, entourées par de grandes parcelles de nature et de larges pins. C'est comme si l'on avait souhaité combler l'espace disponible le plus possible pour donner à Twin Lakes une plus grande superficie. De la fumée s'échappe de la plupart des cheminées. Une petite épicerie commence à s'activer pour l'ouverture, si j'en crois la lumière diffuse à travers ses fenêtres et son enseigne se balançant sous le vent glacial. C'est une ville que je pourrais qualifier de reposante et pittoresque. Mais je me demande où est la zone commerciale, et s'il y a une zone commerciale. Note à moi-même bis. Trouver un endroit pour acheter des vêtements. La concierge, prévenue de mon arrivée par un message, m'accueille avec hâte. À en juger par l'état de ses cheveux, je la tire du lit. Elle monte à l'étage et ouvre la porte avant de me glisser qu'elle est disponible au besoin et de repartir presque aussitôt. Certains se seraient agacés d'un tel accueil. Personnellement, je ne souhaite pas m'étendre sur les présentations. Elles induisent toujours la fameuse question « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Je n'ai pas envie d'y répondre. Je devrais déjà le faire à l'hôpital. L'appartement numéro 205 est confortable,
Simple. Une chambre, une salle de bain, une cuisine et un petit balcon. Propre, entretenu et insonorisé. Parfait. J'ouvre les rideaux et contemple mon nouveau chez-moi. Twin Lakes est une ville en pleine expansion au nord de Valdez. Comme son nom l'indique, 2 grands lacs l'entourent. J'en aperçois un bout de l'autre côté de la vallée. L'eau est si bleue qu'on croirait voir une photographie retouchée d'Instagram. Comme quoi, la nature offre des spectacles sublimes bien réels. L'horloge murale de la cuisine indique presque 7 heures. J'ai un moment d'absence. Mon astreinte commence dans 1 heure. Bouge maintenant, sinon tu n'auras plus la force de te lancer. Je refoule cette brûlure angoissante qui s'immisce dans ma gorge et sors dans le froid polaire, Google Maps à la main. Twin Lakes Hospital se situe à 15 minutes à pied de mon immeuble. À Austin, c'est un trajet que j'aurais fait sans rechigner. Avec les températures montagnardes, je commence à me dire qu'un vélo électrique ne serait pas de refus. Je repense à ma voiture, revendue quelques mois avant de quitter Austin. Pour des raisons évidentes, il est hors de question que je m'en procure une ici. L'agitation commence à éveiller les rues. Toutefois, ça reste toujours moins impressionnant que celle d'une grande ville. Disons qu'au lieu de 4 ou 5 voitures, j'en compte une seule sur les routes. Je pousse un cri de joie lorsque je croise un coffee shop. L'odeur du petit déjeuner me met l'eau à la bouche et je craque pour un muffin et un café noir bien chaud, non sans avoir esquivé la question de la vendeuse sur ma venue à Twin Lakes. Je bois une gorgée et laisse la boisson déverser sa chaleur dans ma poitrine. Le reste du trajet est déjà plus acceptable. Je me fige lorsque j'arrive à destination. Face à l'immensité des montagnes, émerge un édifice moderne qui contraste avec la nature indomptée. Twin Lakes Hospital, flambant neuf, est un joyau d'architecture. Le docteur Velasquez a obtenu une aide régionale considérable pour l'ouverture de son hôpital il y a 5 ans. Mais je n'imaginais pas tant. Les lignes épurées et contemporaines de l'hôpital s'élèvent fièrement vers le ciel rose. Des fenêtres panoramiques s'étendent sur les étages, offrant sûrement des vues imprenables sur les versants montagneux de l'horizon. J'imagine la lumière naturelle pénétrer à travers ces baies vitrées, inondant les espaces intérieurs d'une clarté apaisante. L'entrée principale, accueillante et spacieuse, est encadrée par des jardins aménagés, ajoutant une touche de verdure à cet environnement épuré. Des bancs en chêne massif invitent à la détente, permettant aux visiteurs de profiter du grand air. Des touches de bois et de pierre contribuent à ancrer l'hôpital dans son environnement atypique. C'est ici, mon nouvel hôpital, mon nouveau lieu d'apprentissage. J'ai un moment d'hésitation. Entrer implique de tirer un trait définitif sur mon ancienne vie. Je reste donc là, mon café refroidissant dans les mains, mes doigts s'engourdissant sous le froid. Je vais rentrer. J'ai juste besoin de temps. Juste besoin d'un peu de temps. Chapitre 4. I Put a Spell on You, Nina Simone. Mes baskets foulent la route principale de Twin Lakes au rythme de ma respiration. La musique hurle dans mes oreilles, en mode aléatoire, sur ma playlist. J'ai besoin de me défouler, comme chaque matin depuis ce jour-là. Actuellement, Spotify a décidé de jouer My Baby Just Cares for Me de Nina Simone. Je suis plutôt d'accord avec l'algorithme. En tant que grand fan de jazz, Nina Simone est l'une des icônes que j'admire le plus. Je remonte la pente, direction l'hôpital, quand mon téléphone sonne. La musique se coupe et je glisse le doigt sur l'écran pour répondre. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Bordel de merde. À la 4e, je parviens enfin à avoir mon ami au bout du fil. « Je te dérange ?» demande Oscar Parker avec une voix mielleuse. Je sais ce qu'il pense. « Je t'ai dit que j'arrêtais les conneries. Je m'y tiens. C'est mon téléphone qui bug. » C'est tout à ton honneur. Je suis fier de toi, si tu en doutes. Pour une fois que j'ai pas à entendre les plaintes des infirmières dans les couloirs concernant ton manque de tact ou tes exploits sex. Un problème ? Coupai-je, essoufflé. Il m'a fait perdre mon rythme, le con.
Je m'arrête, les mains sur les genoux, et j'inspire profondément. C'est Madame Martinez. Tu sais, là, Madame Martinez. Elle est aux urgences, elle demande à te voir. Je soupire longuement. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Nous avons déjà fait une batterie complète d'examens la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle a cette fois? Toujours les mêmes plaintes, d'après les internes. Palpitations et lipothymie. Constante. Tension à 14,9, saturation RAS, une prise de sang et un ECG sont en cours. Est-ce qu'on va vraiment lui faire un bilan sanguin et une analyse cardiaque toutes les semaines? J'entends mon ami soupirer à l'autre bout du fil. Son assurance n'a pas l'air de l'emmerder pour l'instant. Sans déconner, ça fait 2 mois que ça dure. Il serait temps qu'elle consulte un psy. Eh bien, je te laisse le lui annoncer, parce qu'elle bougera pas des urgences avant de t'avoir vu. Le problème, c'est que je le lui ai déjà proposé. 4 fois. Elle refuse toujours, prétextant qu'elle n'est pas folle. Les patients comprendront-ils un jour que se faire suivre par un psychologue ou un psychiatre n'a rien de dégradant? Ok, j'arrive, soufflai-je. Je suis là dans 10 minutes. Je me remets à courir à grande foulée et tente de mettre fin à l'appel. En vain. Oscar? Ouais? Peux-tu raccrocher, s'il te plaît? Son rire agresse mes tympans. Il serait temps de changer ton téléphone, Soren. Toi et tes revendications écologiques. Mon ami raccroche enfin et je me concentre sur la course. Ce n'est pas tant par souci environnemental que je m'interdis de changer de portable. Le but d'un téléphone étant de téléphoner, je ne vois pas l'intérêt de le changer alors qu'il fonctionne encore. Je suis comme ça. Je ne jette les objets que lorsqu'ils sont usés jusqu'à la moelle. Quand j'arrive devant le Twin Lakes Hospital, je prends quelques secondes pour souffler. Il est 7h15. J'ai 15 minutes pour me doucher, enfiler ma blouse et me rendre aux urgences pour confronter Madame Martinez à sa dure réalité. Allez, encore une journée. Je m'apprête à couper la musique quand j'aperçois une jolie jeune femme, adossée contre l'hôpital, son café dans une main, un sachet cartonné dans l'autre. Et là, tout s'arrête. J'ai l'impression qu'un éclair me traverse. Littéralement. Mon cœur s'emballe si fort que je l'entends cogner contre mes tympans. Ma respiration s'interrompt et du coton s'immisce dans mon estomac pour descendre jusque dans mes jambes. La nervosité s'empare de moi, me fait perdre mes moyens. Je ne bouge plus. Je reste vissé au sol, mon téléphone dans la main. Ce qui est comique, c'est que Spotify ait décidé de jouer I Put a Spell on You à cet instant précis. C'est exactement ce que je ressens. Cette femme vient de m'ensorceler. J'aimerais l'aborder. Je veux engager la conversation, voir si l'attirance est réciproque, si elle est libre, si elle accepte de prendre un verre, apprendre à la connaître. Mais je reste figé à la contempler. À en juger par sa tenue et son trench coat en laine, elle ne vient pas de Twin Lakes. Trop moderne pour la montagne. Avec son gobelet cartonné, elle fait très citadine. Je l'imagine sans difficulté au Starbucks à New York, commander une boisson sucrée et aromatisée qui n'a rien d'un vrai café. Je peux la voir sourire en regardant les voitures passer, pianoter sur son ordinateur pour organiser ses rendez-vous. Voilà ce qu'elle dégage. Cette assurance des femmes qui ont réussi dans leur vie par la seule force de leur conviction et de leur motivation. Puis j'aperçois cette faille. Cette blessure profonde et violente qu'elle cache au fond d'elle. Ça ne dure qu'un instant, mais elle était bien là. Elle doit se sentir observée car elle relève la tête. Ses yeux. Je suis subjugué. Ils sont aussi bleus que le lac sur le versant sud. Sous son épaisse chevelure brune, ils ressortent tels 2 turquoises. Elle me détaille aussi, de haut en bas. Je me surprends à espérer qu'elle me trouve attirant, alors que je n'ai jamais eu besoin de me poser cette question. Ça a toujours été évident. Pourtant, j'en doute face à elle. C'est stupide. C'est le moment où je dois m'avancer. Celui où je dois me présenter, commencer la conversation. Je sais charmer, je n'ai jamais eu de difficultés de ce point de vue. Mais là, je sèche. Je sèche complètement. J'ai l'impression que je vais être maladroit. Allez, Soren, qu'est-ce qui te prend? Le contact visuel dure trop longtemps. Je la vois froncer les sourcils. Elle doit se demander pourquoi je la regarde comme ça depuis 2 bonnes minutes. Mon cœur continue à marteler dans ma poitrine au point d'étouffer tous les bruits alentours.
Elle se détourne et passe les portes de l'hôpital. Je remarque même qu'elle accélère sa foulée. Sans doute pour être certaine que je ne la suive pas. Elle doit me prendre pour un psychopathe. Génial. Je résiste à l'envie de lui courir après. Quoi qu'il se passe en moi, ce n'est rien. Rien du tout. Juste un moment d'égarement. Chapitre 5. Are you okay? Belle. Ce que je préfère à l'école, c'est ce petit coin de sable sous le grand chêne dans la cour, à l'abri de l'agitation de mes camarades, bordé d'herbes sauvages et de lupins. Les maîtresses nous autorisent à y aller, mais personne n'ose à cause de la rumeur. Un monstre diabolique enlève tous ceux qui s'en approchent trop. Je ne crois pas à ce genre d'histoire. Je ne suis plus une enfant. Enfin, je me sens plus grande que mes camarades. Tout me questionne, tout me rend curieuse. C'est dérangeant pour les autres, je crois. Mais je m'en fiche. Au moins, j'ai le coin de sable pour moi toute seule. L'heure de la récréation a sonné. Je m'y dirige comme chaque jour, mais je m'immobilise. Un enfant est déjà assis en train de jouer. De longues secondes s'écoulent. Pourquoi est-il là-bas? Il a dû se tromper. C'est mon coin de sable. Je ne le partage pas. J'y étais la première, après tout. « Excuse-moi », dis-je au garçon en me mettant à sa hauteur. Il lève la tête du château de sable qu'il a construit. Ses cheveux bruns crépus tombent devant son visage pour encadrer 2 yeux couleur écorce, de la même teinte que sa peau. Quand il m'accorde un sourire timide, je remarque qu'il lui manque une dent de devant. Je relève mon menton. « Tu es à ma place !» reprends-je d'une voix hautaine. Il plisse les paupières. « Comment tu t'appelles ?»« Erin Peters. Et toi ?» Il ne répond pas. Il se met à chercher autour de lui, l'air soucieux. « Je suis désolée, Erin Peters, mais ton nom est marqué nulle part. » Je suis tellement choquée que ma mâchoire s'en décroche. Son rictus narquois me rend furieuse. Il se moque de moi. « Tu es nouveau, n'est-ce pas ?» poursuis-je. « Tu ne dois pas connaître la légende ? Comme quoi un monstre enlèverait les enfants qui s'aventureraient ici. Je ne suis pas du genre à croire des bêtises pareilles. » Il me dévisage soupçonneux. « Je suis sûre que c'est toi qui l'as lancé, cette rumeur. Tu as l'air d'une sacrée petite peste. » Je serre les poings. Pour qui se prend-il ? « Écoute, je ne vais pas me répéter le nouveau. C'est mon coin, compris ? Et moi, je ne bougerai pas d'ici. Alors dégage de là si t'es pas contente. » Cette fois, je me jette sur lui. Nos coups sont maladroits et francs. Nous sommes rapidement séparés par la maîtresse d'école. « Erin Peters !» hurle-t-elle. « Jackson Jerry, dans le bureau de la directrice. » Elle nous tire par les manches et nous traîne dans l'enceinte de l'école. Je fusille le nouveau du regard. Jackson Jerry. Je saurais m'en souvenir. J'enfile ma blouse bleue d'interne et claque mon casier les mains encore tremblantes. Ce premier jour me rend nerveuse. J'inspire profondément. Il faut que je me calme. Je repense à l'homme en tenue de sport qui me dévisageait tout à l'heure. Plutôt beau. Dans un autre monde, j'aurais presque tenté ma chance. Mais j'ai d'autres priorités. Chaque chose en son temps. Entretenir une quelconque relation amoureuse ne fait pas vraiment partie de mes plans. La porte des vestiaires s'ouvre sur une jeune femme au carré brun, soulignant sa mâchoire dessinée et aux yeux rudes et sévères. Ses lèvres sont peintes d'un rouge flamboyant qui rehausse son teint de rose. Elle marque un temps d'arrêt en me voyant. Détaille ma tenue d'interne, fronce les sourcils. « Vous êtes la nouvelle ?» Légèrement impolie, mais je ne fais pas de commentaires. « Erin Peters, interne en 2e année. » Son regard noisette s'éclaire. « On nous a parlé de toi hier soir au briefing. » Elle ouvre son casier et y fourre son sac avant d'enfiler sa propre blouse. « Je te préviens, il y a des paris sur toi. » C'est assez courant dans les hôpitaux. C'est pire que chez le coiffeur pour les ragots. « Laisse-moi deviner, dis-je. J'ai soudoyé le doyen pour intégrer la 2e année alors que j'aurais dû la redoubler. » L'interne hausse les épaules, évasive. « Ou bien, tu es recherché dans ta région et tu es en cavale. » Je manque de rire.
Ça ne tient pas du tout la route. Pas plus que d'aller dans un nouvel hôpital en 2e année d'internat de chirurgie. Notre conversation est interrompue par l'arrivée d'une jeune femme aux longs cheveux blonds et d'un homme aux épaules carrées et musclées. Il sille en me découvrant. « Ah oui !» dit la blonde en regardant sa collègue. « C'est la nouvelle interne, effectivement, Eugénie. Quelle perspicacité !» Mais elle ne se laisse pas impressionner. Elle me tend la main, un sourire éclatant aux lèvres. « Eugénie Martin !» se présente-t-elle. Je devine un léger accent français dans sa voix. Erin Peters. Elle, c'est Spencer Brown, et lui, Alfie Miller. Ne fais pas attention à l'aigritude de Spencer, c'est dans son ADN. Mais elle n'est pas méchante. Tu verras, les autres internes sont plus sympas. Enfin, pour la plupart. Je suis là, gronde l'interne brune. Aigritude, m'étonnai-je. Attitude aigrie, précise Alfie. C'est un mot qui lui sied particulièrement. N'est-ce pas, Spencer ? Oh, la ferme. Eugénie désigne mon sachet. Tu comptes le manger ? Devant mon estomac encore contrarié par l'angoisse du premier jour, je lui tends la pâtisserie sans regret. Elle l'enfourne avec appétit et soupire de plaisir. Les muffins, c'est la vie. Mais où est-ce que tu mets tout ça ? L'interroge Alfie. Je suis stressée. Je brûle beaucoup de calories. Et connaissant le docteur Parker, je pourrais à peine déjeuner ce midi. Essaie une journée avec le docteur Wang, tu ne tiendras pas 1 heure, se moque Spencer. Vous avez choisi quelle spécialité ? Demandai-je. La neurochirurgie, précise Spencer. La seule et unique chirurgie élitiste dans le monde médical. Sauf peut-être si l'on compte la cardio. Viens faire un tour en traumato, on va voir si tu tiens toujours le même discours, grogne Eugénie en engloutissant la dernière bouchée de mon petit déjeuner. Spencer pince la bouche pour étaler sa nouvelle couche de rouge à lèvres avant de fermer son casier. La traumato se rapproche plus d'un boucher préparant un steak que d'un horloger réparant avec minutie les mécanismes d'une pendule. Et toi ? Fais-je en m'adressant à Alfie. La gynéco. Oui, je sais, on ne dirait pas. Il tâte ses muscles avec un air moqueur. Alfie, pourquoi tu ne vas pas en traumato ? Alfie, tu es sûre de ne pas risquer de blesser les bébés ? Tu sais, Alfie, c'est fragile à cet âge. Ma mère m'a déjà tout sorti. Je ne peux m'empêcher de sourire devant ces clichés infondés. Je n'allais pas te tenir un tel discours. Et toi ? C'est la cardiologie, c'est bien ça ? Demande Eugénie la bouche pleine. Exactement. Mon cœur palpite à ces mots. La spécialité de mes rêves. Celle qui me semble impossible à pratiquer aujourd'hui. Est-ce que tout va bien ? Pour que les 3 internes me dévisagent, je dois trahir un peu trop mes émotions. Tu es pâle tout à coup, remarque Eugénie. Ça, c'est parce que tu lui as piqué son muffin, ajoute Alfie en rangeant ses affaires. Si tu fais une crise d'hypoglycémie, un conseil, attends que les titulaires soient partis ou tu risques de passer la journée au classement des dossiers, lâche Spencer. Une femme en tenue de chirurgienne ouvre la porte des vestiaires et nous regarde de haut en bas. Par l'origine asiatique de ses traits, je devine qu'il s'agit du docteur Wang. « Vous êtes encore là ? Le docteur Velasquez commence sa réunion annuelle dans 5 minutes. » gronde-t-elle. « Vous avez intérêt à être dans l'amphithéâtre avant que je n'y mette les pieds. » Comme une seule personne, mes camarades s'y dirigent, rajustant leur blouse sous le regard critique de notre titulaire. Quand elle s'attarde un peu trop sur moi, j'ai l'impression qu'une machine au rayon X est en train d'analyser mes faits et gestes. Heureusement que je ne suis pas en euro. Je rattrape Spencer dans les couloirs, occupé à ramasser ses cheveux derrière ses oreilles. « C'est ta titulaire ? Elle n'a pas l'air commode. » Ses lèvres se pincent. Le docteur Wang est le médecin le plus remarquable qu'il m'ait été donné de rencontrer. Son ton légèrement sec me surprend. Je repasse les mots dans ma tête sans remarquer la moindre faute de ma part. L'amphithéâtre est déjà complet lorsque nous arrivons. Une marée de blouses blanches, bleues et vertes siègent dans les fauteuils de plastique noir. Chaque couleur pour sa profession. Les blouses bleu marine sont portées par les titulaires et les médecins confirmés. Les blouses bleu clair par les internes, dont moi. Les vertes par les infirmières. Dans un hôpital, les couleurs sont importantes en cas d'urgence.
Nous ne nous connaissons pas tous, et savoir qui elle est au besoin est vital. Le port de la blouse blanche est censé être réglementaire. Mais je vois que certains titulaires ne se donnent plus la peine de la mettre. Je resserre la mienne autour de moi, comme un rempart contre le monde extérieur. Elle représente mon identité, ma raison d'être. Je me suis tant battue pour pouvoir la porter qu'il ne me viendrait même pas à l'esprit de l'oublier dans mon casier. Je m'assieds aux côtés de Spencer et accepte avec bonheur la canette de boisson énergisante qu'elle me tend. « Vous savez que ce truc est rempli de saloperies », chuchote Alfie. « Peut-être, mais ça maintient suffisamment en vie pour affronter cette journée, » marmonne-je. Spencer esquisse un sourire complice en coin. Je retiens un soupir quand le sucre déferle dans mes veines. Je pourrais mourir de diabète plus tard tant que je survis à cette journée. « Il y a un peu plus d'internes cette année », remarque Jenny en promenant son regard dans la foule. Spencer hoche la tête, satisfaite. « Tant mieux, je commençais à m'ennuyer avec l'administratif. Ça nous fera plus de mains disponibles. »« C'est que tu es ignoble. »« Je suis réaliste, chérie. On est tous passés par là. » Alfie étouffe un rire dans sa manche avant de se prendre un coup de coude de sa collègue. « Je pense surtout que ça va poser un problème, » continue Eugénie. « Il y a plus de première année, mais pas de titulaire. Ça va forcément coincer. » « Ça n'a pas l'air d'inquiéter Velasquez, en tout cas, » répond Spencer en observant l'estrade. Un homme à la peau mate, cheveux grisonnants et un sourire éternel aux yeux, s'installe devant le pupitre et ajuste le micro. Je le reconnais immédiatement pour avoir vu sa photo dans les revues médicales. Sa voix douce et posée prend possession des haut-parleurs de l'amphithéâtre. « Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Velasquez, le directeur de Twin Lakes Hospital. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux internes. » Une salve d'applaudissements las et forcés retentit. Je vois même un titulaire bâiller ouvertement en consultant son portable. Cette réunion ne va pas s'éterniser, je vous rassure. Mais il est essentiel de poser quelques bases. Attention, il va nous faire sa com, chuchote Alfie. Ça quoi ? Reprends-je. Spencer ricane et désigne le tableau de projection. Tu vas voir, dis de l'art qu'il sort les maîtres mots, ajoute-t-elle en tendant sa main à Alfie. Pari tenu, répond-il en tapant en retour. Prépare la monnaie ? J'ai entendu Ramirez et Wang le supplier de ne plus les dire. Trop cliché pour les journalistes. Velasquez était d'accord avec elle. Un PowerPoint affiche une quantité astronomique de diagrammes et de chiffres. Je retiens un soupir de frustration et bois une longue gorgée de boisson énergisante. Comme vous le savez, poursuit le docteur Velasquez, cet hôpital dispose du financement de Twin Lakes et de la région de Valdez-Cordova. Son ouverture a pour but de lutter contre la désertion médicale qui sévit depuis des années dans notre État. Plus de la moitié du budget a été dédié à l'achat de robotique chirurgicale dont certains internes chanceux auront le privilège de faire usage. Malgré notre technologie de pointe, nous peinons aujourd'hui encore, après 5 ans d'ouverture, à attirer suffisamment de candidatures pour combler les heures dont a désespérément besoin un hôpital de cette envergure. Là, il va nous annoncer que les heures supplémentaires sont non négociables, murmure Eugénie. Je vous demanderai de faire preuve de bienveillance et d'entraide avec vos camarades et titulaires en restant souple sur votre planning. Vous le saviez en arrivant ici, mais je tenais à remettre cela au clair avec vous tous. Vous n'êtes pas dans un hôpital universitaire de ville avec tout le personnel nécessaire. Mais c'est ce qui vous formera d'autant plus et vous apprendra à devenir autonome très vite. Et là, il va nous parler de l'importance d'obtenir de bons résultats à nos examens pour la valorisation de l'hôpital, marmonne Alfie. Votre réussite, continue le docteur Velasquez, c'est celle du Twin Lakes Hospital. En sortant d'ici, vous représenterez cet établissement. Vous serez garant de sa notoriété. Aussi, nous veillerons à ce que vos études se déroulent de la meilleure des façons. Je sens Alfie et Spencer se redresser sur leur siège. Le docteur Velasquez hésite un instant. Ses yeux parcourent l'assistance.
ambition, sérieux et discipline sont les maîtres mots de Twin Lakes Hospital, conclut-il. Alfie s'affaisse sur son dossier, dépité. Spencer agite sa main dans sa direction. Il fouille dans ses poches pour en sortir 2 billets froissés en marmonnant. « Comment tu as su ?»« Il faut croire que je connais mieux la psychologie masculine que toi. C'est inquiétant, mon grand. » La réunion s'achève par quelques chiffres et statistiques avant qu'on nous libère. Je suis mes camarades vers la salle de briefing où nous attendent une dizaine de chirurgiens. D'autres internes nous rejoignent et leurs yeux s'obstinent à me dévisager comme la nouvelle attraction du coin. « Bien, j'espère que vous avez suffisamment dormi, car la journée promet d'être longue », s'exclame le docteur Wang. Elle me détaille de la tête aux pieds, vérifiant sûrement que je porte correctement la tenue réglementaire. « Dr Peters, vous ferez la première partie de la matinée avec le Dr Parker. Votre titulaire, le Dr Moore, est introuvable et le Dr Walter a eu un contretemps. Il vous rejoindra plus tard. » Au fond de moi, je jubile déjà. Pointure dans le domaine de la cardiologie, le Dr Moore est pour moi ce qu'une star mondiale est pour le reste du monde. Je devine aisément qu'avec un bon gros chèque mensuel, cette célébrité médicale n'a pas eu de mal à accepter de rejoindre cet hôpital. C'est également la raison de ma présence ici. « Encore Madame Martinez », chuchote Spencer à Alfie. Ce dernier hoche la tête. « Cette femme doit se faire interner », marmonne-t-il. « Silence », coupe le docteur Parker. « Le docteur Velasquez vous recevra après le déjeuner », achève le docteur Wang. « Les autres, rejoignez vos titulaires, au boulot !» Les internes s'éclipsent, sauf Eugénie et le docteur Parker. Le titulaire tend un dossier à ma collègue. Femme, 45 ans, est arrivée aux urgences avec une fracture ouverte de la cheville. Vous êtes sur le cas avec moi. On opère dans 20 minutes. Eugénie laisse échapper un « yes » en s'emparant du dossier. Le docteur Parker discute brièvement de la conduite à tenir. Je commence à me sentir mal quand il pose ses yeux sur moi. Je ne veux pas aller en traumato. C'est trop tôt. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux. Docteur Peters, vous irez aux urgences pour aider les infirmières à trier les cas. Les vitaux, vous les envoyez au titulaire. Les plus légers, vous vous en chargez. Ok. Il ne m'aime pas. Je le vois bien à sa manière de m'observer. Il se demande probablement pourquoi une jeune interne a quitté son internat à Austin pour rejoindre cet endroit isolé dans le tout nouvel hôpital du coin. L'envie de briller à la campagne ? La fuite ? La honte d'un redoublement ? Le docteur Velasquez ne m'a pas interrogé sur les raisons de ma venue. À en juger par le nombre d'internes, je comprends pourquoi. Les simples recommandations de mes anciens titulaires et mon CV ont suffi à me faire entrer dans le service. Enfin, je ne suis pas naïve au point d'imaginer qu'il n'a pas été tenu informé de mon hospitalisation l'année dernière. Mais je vois que le message n'est pas allé plus loin que le bureau du directeur de l'établissement. Chapitre 6. The Hills. The Weekend. Que vous quoi ? Le soleil est déjà haut dans le ciel et parsème le parquet clair du bureau de halo doré. J'aurais dû commencer mes consultations il y a 30 minutes, mais c'était sans compter la demande urgente de mon titulaire de s'entretenir avec moi. Le docteur Moore est l'un des meilleurs chirurgiens cardiovasculaires du pays. Mon admiration pour lui remonte à l'école de médecine et n'a fait que s'accroître avec le temps. Surtout depuis qu'il m'a choisi comme interne, ou son petit protégé, comme disent les autres. Mon mentor m'observe sous ses lunettes rectangulaires. Leur monture métallique trône sur son nez aquilin et rehausse son regard perçant. Ses cheveux blancs sont coupés courts et sa chemise impeccablement repassée donne l'impression qu'il est auréolé de lumière. « Docteur Moore, je pensais que vous ne vouliez plus d'interne, » reprends-je, incrédule. Il a mis de côté son principe fondamental de ne plus enseigner pour me choisir comme étudiant. Parce que j'en vaux la peine. Parce que je suis le meilleur. Mais à présent, toutes mes convictions sont remises en question. Pourquoi elle ? Pourquoi l'accepte-t-il ? Je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde jalousie. Je suis le protégé de Moore. « Qui est cet interne, d'ailleurs » sifflai-je.
Pourquoi débarque-t-elle ici, en 2e année qui plus est? On vous refile une redoublante? J'ai horreur de la médiocrité. Je ne suis pas le premier de ma promotion pour rien. Me coltiner une apprentie incapable de répondre correctement aux questions de mon titulaire va profondément m'agacer. Il s'agit du docteur Peters Erin, dit calmement le docteur Moore en me tendant un document. C'était la première de sa promotion à Austin, loin d'être une redoublante. Son dossier est remarquable. Une Texane? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Je saisis le relevé de notes du docteur Peters et sens ma mâchoire se décrocher. Je suis le meilleur dans mon domaine. En tout cas, je le pensais avant de consulter les résultats de sa future interne. Elle frôle l'excellence. Je me crispe dès que mes yeux tombent sur la mention de sa spécialité, chirurgie cardiovasculaire. Naturellement. Sinon, on ne la lui aurait pas confiée. Je compte sur toi pour la former lorsque je serai indisponible, poursuit mon titulaire. Tu es en fellowship, tu es capable d'enseigner. De plus, ce serait bon pour ta carrière. Je ne parviens plus à l'écouter. Une vague d'orgueil me submerge et je me noie dans sa noirceur. Ma première pensée est gonflée de jalousie. Pourquoi ses résultats sont-ils meilleurs que les miens? Qu'a-t-elle de plus que moi? Qu'a-t-elle fait pour mériter ces notes? On ne peut pas réviser plus que je ne l'ai fait. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps, j'ai tant sacrifié. Raté tant d'expériences pour en arriver là. J'ai toujours su que le temps ne se rattraperait jamais, mais cela en valait la peine tant que j'étais le premier. À présent, un goût amer me consume la langue. Puis une seconde sensation vient m'étreindre. Une pensée intrusive s'impose à moi, plus sournoise. Elle prendra ta place auprès de Moore. C'est une éventualité que je ne suis pas en mesure de concevoir. Car dans ce monde de requins, pour briller, il faut être seul sur le podium. Je ne peux pas prendre de risques. Je dépose le dossier sur le bureau et affiche un air soupçonneux. Je vais à la pêche aux informations. Je dois en savoir plus sur elle. Vous ne trouvez pas curieux qu'elle débarque dans une petite ville pour sa 2e année? D'après Velasquez, elle aurait pris une année sabbatique. Une année sabbatique? En plein internat? Quel genre de motif serait suffisamment recevable pour prendre une telle liberté? Je veille à rester maître de mes émotions. Le cas d'Erin Peters attise de plus en plus ma curiosité. Elle avait peut-être envie de changer d'air? Hasardai-je. Le directeur ne l'aurait pas accepté si son dossier n'était pas en béton et que ses anciens titulaires n'avaient pas appuyé sa candidature. Simple supposition. Tu dis vrai, confirme-t-il. Elle était dans le meilleur hôpital d'Austin, l'Austin Central Hospital, il me semble. Je bats des paupières incrédules. Cet établissement est en effet sacrément réputé. Mais qu'est-ce qu'une fille du Texas vient faire ici, en Alaska? Le docteur Moore reste de marbre. Les raisons de son arrivée ne concernent qu'elle et le docteur Velasquez. Le chef ne m'en a pas dit davantage et honnêtement, j'ai d'autres chats à fouetter que de fouiller dans la vie privée de mes internes. Ok. Il y a anguille sous roche. Je refoule le petit sourire satisfait qui menace de me trahir. Si cet interne détient un secret que Velasquez préfère garder caché, je suis prêt à tout pour le découvrir et m'en servir contre elle. Qu'on la confie au docteur Moore est plutôt avantageux, tout compte fait. Ça me permet de l'avoir à portée de main. Si j'ai un moyen de pression sur elle, je peux éviter qu'elle me fasse de l'ombre. Chapitre 7. Believer, Imagine Dragons. Les urgences sont au cœur de l'action. Quand on y entre, un flot d'émotions traverse toujours tout chirurgien. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Un mec qui s'est empalé la cuisse en escaladant son portail? Une femme transférée pour un accident de voiture sur la voie rapide? Un enfant un peu trop curieux qui s'est brûlé le bras en agrippant une casserole? Ou parfois, des cas bien plus atypiques qui demandent à être étudiés. Les urgences nous font vivre des situations extrêmes, nous obligent à garder notre sang-froid et à agir vite pour la survie du patient. Mais ce n'est pas ce qui m'attend aujourd'hui. Et tant mieux. Je consulte les dossiers qui s'accumulent sur mon bureau temporaire. On ne m'a parlé que de la première partie de la matinée. Mais j'ai l'impression que je vais devoir rester jusqu'au soir pour tout trier. Une infirmière arrive et m'en apporte une autre pile, un sourire navré aux lèvres. Bon, peut-être toute la semaine alors.
Il n'y a pas d'autre médecin? Soufflai-je exaspérée. Tous occupés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.